générosité. Bon, parce que tu me fais pitié, je te le fais à 315. Poinsept et ce personnage révèle ici sa véritable nature. Son engagement syndical n'est pas une conviction profonde, mais un rôle, une source de pouvoir et d'importance personnelle. Les grands principes sur la dignité des travailleurs, qu'il déclame lors des réunions, s'évaporent dès qu'un gain personnel est en jeu. Il incarne la satire parfaite de l'hypocrite militant, dont l'idéologie est un vêtement qu'il enfile au bureau et retire dès qu'il endosse sa casquette de petit propriétaire. La situation de Vance n'est pas pour lui un drame humain à soulager, mais une opportunité commerciale à saisir, une démonstration cruelle des dynamiques de pouvoir où la précarité d'un collègue devient un levier pour un autre. 8, partie 2. Mardi. Stratagème et Manigances, chapitre 4. La ruse à l'indienne la situation canine a dégénéré. Pitié, non content de ses exploits de la veille, a développé une nouvelle passion, la sonnerie du standard. Chaque appel entrant déclenche une symphonie d'aboiements si stridents que la standardiste est au bord de la crise de nerfs. Je vais être obligé de couper la sonnerie, annonce-t-elle. Ça excite le chien Poinsept. C'en est trop. Un conseil de guerre se tient, comme il se doit, près de la machine à café. Les solutions rationnelles, appelées André, contacter la SPA, sont balayées d'un revers de main. Elles manquent de panache, de ce génie tactique que les membres de l'équipe s'attribuent volontiers. C'est Jean-Claude, se prenant pour un général d'opérette, qui dévoile son plan, le baptisant d'un nom qui en dit long sur leur vision du monde. La ruse à l'indienne Poinsept, on va l'endormir, le cerbère, déclare-t-il d'un air conspirateur. On achète une tranche de jambon, et on met du somnifère dedans. Cette litre idée, aussi simple que moralement douteuse, est accueillie avec un enthousiasme unanime. Elle offre l'avantage de ne nécessiter aucune confrontation directe et de baigner dans une aura de subterfuge délicieusement puéril. L'exécution du plan prend des allures de mission d'espionnage de bas étage. Hervey, qui a toujours des somnifères, fournit la substance. S'ensuit une quête tendue pour de la monnaie afin d'acheter une unique tranche de jambon au distributeur. Le moment de l'administration est d'une tension dramatique. Jean-Claude, rampant presque au sol, présente l'offrande empoisonnée au molosse. Pitié, pour la première fois, se montre coopératif et gobe le jambon d'un trait. Le succès est total. Trop total. Le chien ne s'endort pas. Il sombre dans un état comateux, affalé comme une carpette au milieu du couloir. C'est à cet instant précis qu'André, le propriétaire, choisit de faire son retour. La panique s'empare des conjurés. S'engage alors une scène de farce macabre où il tente de faire passer le chien inerte pour un animal simplement au repos. « Il a disparu ?» demande André, inquiet de ne pas voir son compagnon. « Non, non, répond précipitamment Jean-Claude. Il se repose dans un petit coin. On l'a fait jouer toute la journée, il est joueur, il paraît. » Poinsept soutiennent le corps flasque de Pitié, lui faisant maladroitement agiter une patte, murmurant des « Papa, il est là ». D'une voix tremblante, espérant qu'André ne remarque pas que son chien a la consistance d'une méduse échouée. Cette scène cimente leur pacte d'incompétence. Unis non pas par le travail, mais par une conspiration absurde née de leur incapacité collective à gérer la moindre crise. Chapitre 5. La photo du président remise de ses émotions canines, Jean-Claude, dont l'esprit ne s'arrête jamais de chercher des raccourcis vers la gloire, identifie sa prochaine cible, Vance. Armé d'un CD-ROM, il l'aborde avec une proposition qui mêle flatterie et corruption. « J'ai la photo du pot de l'entreprise », commence-t-il. Le président Jean-Guy m'avait demandé de couvrir l'événement. Le problème, c'est que sur la photo officielle, je suis un peu loin de lui. Poinsept expose alors son plan. Il veut que Vince, avec ses doigts de fée numérique, le Photoshop pour le placer juste à côté du grand patron. Pour être plus près du président, explique-t-il avec un clin d'œil entendu. Tu comprends, ça crédibilise toujours l'affaire. Poinsept Vince, dont la boussole morale, bien que malmenée, fonctionne encore par intermittence, refuse d'abord. C'est non, dit-il fermement. Si jamais on met en circulation une photo truquée du président, tout le monde va s'en prendre à moi. J'étais le seul à prendre des photos ce jour-là. Poinsept mais Jean-Claude est un maître dans l'art de l'usure psychologique. Il alterne les arguments, passant de la camaraderie, t'as pas le monopole de la photo numérique quand même, à la menace à peine voilée. Le risque, ce serait de refuser .st. Il fait miroiter à Vince les avantages d'être bien vu, de paraître important, de naviguer avec aisance dans les eaux troubles de la politique de bureau. Cette manigance est une satire parfaite de la culture d'entreprise, où l'apparence de la proximité avec le pouvoir est souvent plus précieuse que le mérite réel.
Dans la hiérarchie rigide de leur société, être vu aux côtés de Jean-Guy est un signe de statut, une monnaie d'échange. 5 Jean-Claude, incapable de gagner cette proximité par des moyens légitimes, cherche à la contrefaire. Il ne s'agit pas de simple vanité, mais d'une tentative de pirater le système social de l'entreprise, de créer une illusion de pouvoir en manipulant la réalité. La photo truquée devient une métaphore de la nature performative du succès en entreprise, où l'image projetée peut, pour un temps, remplacer la substance. Finalement, épuisé et résigné, Vince cède, devenant le complice réticent de cette pathétique quête de validation. Chapitre 6. Le stage de la sagesse Zenla Direction, dans sa grande sagesse et probablement suite à un obscur rapport de consultant, a décrété que le niveau de stress dans l'entreprise était trop élevé. La solution? Un stage de gestion des émotions obligatoire animé par un coach au sourire crispant nommé Serge. La séance se tient dans une salle de réunion qui sent le renfermer et la bonne volonté mal placée. Dès les premières minutes, le stage s'avère être un catalogue des pires clichés du bien, être en entreprise. Serge invite les participants à répéter en chœur le mantra. Ce ne sont pas les autres qui me stressent, mais c'est moi qui suis responsable de mon stress. 7 Jean-Claude marmonne une version alternative à peine audible, impliquant des parties du corps et des suggestions de voyage. Le tour de table des attentes est un moment d'anthologie. Maëva avoue candidement qu'elle est venue pour se reposer car elle a beaucoup de travail. 7 Sylvain, d'une sincérité désarmante, explique qu'il trouve sympa de se retrouver. 7 Jean-Claude, lui, ne s'embarrasse pas de faux semblants. Ce stage, c'est de la branlette intellectuelle, lâcheté. Moi, je me sens assiégé par la connerie, c'est ça qui me stresse. Point Seb Serge, imperturbable, poursuit son programme. Il propose un exercice de communication non violente, entouré chaque reproche de 2 compliments. Jean-Claude s'exécute avec un zèle malveillant. Sylvain, tu es très élégant. Tu es trop timide avec les femmes. Je t'apprécie beaucoup. Puis, se tournant vers Serge, tu as un joli costume. T'es un nerveux quand tu reprends les autres. Et l'aéroforme. Sept est le point culminant de l'absurdité est atteint lorsque Serge, pour renforcer l'esprit d'équipe, sort un panier de pique-nique à 10 heures du matin. Il a préparé lui-même les sandwichs. On dirait qu'ils sont fourrés au goudron, commente Jean-Claude après une bouchée méfiante. Septi séminaire, censé apaiser les tensions, agit comme un véritable catalyseur de rage. Il est la parfaite illustration du décalage entre les initiatives managériales, souvent basées sur des concepts abstraits de retour constructif et d'écoute active 8, et la réalité crue des relations humaines au sein de l'équipe. La tentative de la direction de gérer le bien, être de ses employés neufs, est si maladroite et si déconnectée de leurs véritables problèmes qu'elle en devient une source de stress supplémentaire. La séance s'achève dans un chaos à peine contenu, Serge fuyant sous un déluge d'insultes à peine voilées, laissant derrière lui un groupe d'employés plus stressés et plus unis que jamais, dans leur haine commune pour les stages de développement personnel. Partie 3, mercredi. Le point de rupture chapitre 7. L'affaire, le Dang et le syndicaliste Lé, mercredi débute par une confession. Hervé, le syndicaliste habituellement si prompt à dénoncer les turpitudes de la direction, arrive au bureau le visage blême, l'air d'un homme hanté. Il prend Jean-Claude à part, son confident improbable, et lui expose les preuves accablantes de l'infidélité de sa femme, Fred, lors de la fête d'anniversaire de la boîte. Elle m'a fait cocu, lâche-t-il, la voix brisée. Je le sais, il manquait un préservatif dans mon portefeuille. Elle a dû le prendre dans ma veste. Et sa culotte. Elle l'avait en partant, elle ne l'avait plus en rentrant. Point Seb Jean-Claude écoute avec une concentration intense, son visage une toile de sympathie contrite. C'est une performance d'acteur remarquable, car il est, bien entendu, l'amant mystère. La situation exige une solution rapide et, comme toujours, extraordinairement alambiquée. La vérité étant une option inenvisageable, il faut construire une fiction. Il convoque d'urgence les complices, Fred et Philippe, pour une réunion de crise. Ensemble, ils élaborent une histoire alternative, un chef-d'œuvre de narration invraisemblable. Le plan est le suivant. Fred devra expliquer à Hervé qu'elle a donné le préservatif à Philippe qui était dans le besoin. Quant à la culotte manquante, l'explication est encore plus audacieuse. Elle m'a fait rire et j'ai fait un peu pipi, devra-t-elle avouer, simulant une honte mortifiée. Cette confrontation est un moment de pure comédie de boulevard. Fred et Philippe jouent leur rôle avec un talent insoupçonné.
Hervé, suspendu à leurs lèvres,